Amis pêcheurs à la mouche, bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de Pêche en info grand fil autour du monde. Pour ce numéro, on reste dans notre beau pays avec toutes ces rivières variées. Par contre, on va se concentrer sur la Dordogne et rivières assimilées. Donc je vais vous faire un package spécial parce qu'en vous expliquant comment pêcher la rivière énorme qu'est la Dordogne, je vais vous présenter le profil grande rivière qui a un profil très spécifique à pêcher et qu'on retrouve partout dans le monde et notamment en Europe. Et il y a vraiment un facteur important en grande rivière, c'est qu'on se sent pêcher dans le désert et c'est très difficile de faire une approche en grande rivière parce qu'il faut vraiment lire l'eau, comprendre la biologie des ombres et des truites pour savoir où ils se trouvent. Sinon vous allez vous épuiser et vous allez vraiment pêcher dans le désert et vous allez abandonner. C'est ça que je sais que c'est vraiment un point de blocage extrêmement important. Et à l'inverse, si vous attaquez ça avec une bonne logique, vous pouvez vite comprendre et évoluer rapidement et toucher des ombres et des truites parce qu'en grande rivière, les poissons sont en général beaucoup plus faciles quand on les a trouvés parce qu'il y a moins de pression de pêche et c'est plus sauvage. Donc si vous appliquez logiquement les conseils que je vous donne, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à cartonner sur la Dordogne, l'Allier, la basse rivière d'Ain ou tout type de grande rivière où il n'y a pas vraiment de veine extrêmement bien dessinée et il va falloir utiliser votre sens de l'eau. Retenez une phrase en général d'un grand pêcheur, monsieur Duborgel, qui disait bien souvent en grande rivière, les poissons ils se tiennent au moins profond du plus profond et au plus profond du moins profond. Donc il faut vraiment analyser les variations de profondeur. C'est souvent là qu'on va trouver les poissons dans des contre-courants, des cassures, là où les courants sont moins rapides, où les poissons peuvent cueillir la nourriture, où il y a des amas de larves qui se font. Donc c'est vraiment un sujet passionnant, la pêche en nymphe en grande rivière. Et pour ma part, c'est ma discipline préférée. Donc je suis loin d'être le meilleur nympheur. Je suis loin d'être discret sur l'approche des truites. Je suis loin de plus pêcher en sèche parce qu'il n'y a plus de gobage. Ça, c'est pas forcément mes disciplines, mais en attendant, j'ai passé la majeure partie de ma vie à pêcher une grande rivière qui s'appelle la Basse Moselle, qui maintenant n'est plus que l'ombre d'elle-même. Mais en attendant, j'ai beaucoup pratiqué des centaines d'heures sur la Basse Moselle à chercher des ombres et à comprendre les énormes courants. Et j'ai toujours adoré ça, pêcher ces immenses étendues. Donc c'est pas parce qu'on passe beaucoup de temps à faire quelque chose qu'on y devient bon. Mais en attendant, vu que j'y ai passé beaucoup de temps, je peux vous donner beaucoup de données sur ce que j'ai vu au bord des grandes rivières, les erreurs que j'ai faites. Et comme d'habitude, moi je fais le passeur de messages et je vous donne tout mon amour que j'ai pris au bord de l'eau et partage avec vous tous ces beaux ombres et ces truites que j'ai pris et comment j'ai pu évoluer pour vous éviter de perdre du temps et que vous aussi vous puissiez réaliser vos rêves et prendre un nombre énorme sur la Dordogne ou une énorme truite zébrée dans un courant sur la rivière d'Ain ou un nombre en automne sur l'Allier. Donc on va plonger dans la thématique des grandes rivières qui est vraiment une de mes thématiques préférées, donc je serai assez généreux et prolifique sur le sujet. Les grandes rivières à l'échelle européenne, c'est un profil donc qui se répète sur les mêmes caractéristiques, comme je vous l'ai dit. Donc on peut citer un certain nombre de grandes rivières européennes qui seront similaires. Si vous avez compris comment pêcher la Dordogne, en fait vous pourrez comprendre par exemple comment pêcher la Glomma en Norvège, qui est aussi une rivière énorme. Après, la basse rivière d'Ain, très grand classique de magnifiques rivières à pêcher en nymphe au grand fil. Pourquoi pas la basse Sioule, qui n'est pas énorme, mais qui représente quand même le même profil avec des grands courants étalés. La Vindelalven par exemple, qui est en Suède, si je dis pas de conneries, il faudra me corriger, c'est peut-être en Norvège, je sais pas. Même style de rivière, énorme, courant étalé, beaucoup de frisettes, on appelle ça de la frisette en général, les grands radiers là comme ça où ça frise avec les vagues, pardon. Ça c'est un régal à pêcher en nymphe au fil. Et vous allez voir que c'est une pêche très subtile. Là je vais vraiment faire de mon mieux pour montrer que la pêche en nymphe au grand fil a vraiment une sale image, alors qu'en fait c'est une pêche d'une subtilité étonnante, parce qu'il faut vraiment comprendre sa collection de nymphes, vraiment lire les courants, comprendre où se tiennent les poissons. Moi je trouve que c'est vraiment une des pêches les plus subtiles,
Et c'est vraiment bien que les dernières années, elles gagnent des lettres de noblesse parce que c'est vraiment une pêche très très fine, qui est passionnante et qui peut vous permettre de trouver les poissons qui passent 90% du temps à se nourrir sous l'eau. Mais en rivière, il faut vraiment les localiser et une fois de plus, être plus malin que la rivière, quoi. Donc si je continue un peu le tour d'Europe, bah, en France, on a l'Allier, hein, qui est magnifique, là, dans les gorges, à la sortie des gorges, ça c'est au top à pêcher en info grand fil. Vous êtes en wading dans les courants, là, sous le soleil, c'est du bonheur, ça. Il y a la fameuse rivière qui se dit Drava aussi, je crois, en italien. Cette rivière a deux noms, c'est un grand classique en Autriche et Italie, je crois, qui passe grande rivière avec des ombres énormes, avec des ombres de plus de 50 cm. Il y a la fameuse Basse-Moselle, chez moi, dans les Vosges, qui est aussi intéressante, avec beaucoup de kilomètres à pêcher, mais je vous le dis honnêtement, là, en 2021, il n'y a vraiment plus beaucoup de poissons. Mon analyse personnelle, c'est pas forcément que les cormorans, c'est un paramètre, mais c'est surtout que c'est une rivière granitique avec peu de lames d'eau. Les étiages et les sécheresses des dernières années ont fait vraiment mal sur les populations d'ombre. Donc les rivières granitiques supportent beaucoup moins les étiages que les autres rivières calcaires qu'on a dans le nord-est qui sont plus profondes, plus avec des infiltrations d'eau où les poissons peuvent se cacher et plus d'ombre, quoi. Donc les grands courants étalés comme ceux de la Basse-Moselle sous le soleil, ça fait mal quand ça chauffe et je pense que les ombres vont pas supporter. Et également la Kaitum en Suède, sublime, hein, je vous conseille vraiment un jour d'aller en Laponie pêcher la Kaitum, c'est un voyage stratosphérique. Quand vous aurez pris vos 50 ombres par jour sur la Kaitum, et puis 2-3 grosses truites en bonus en info grand fil, vous en souviendrez toute votre vie, mais vous vous souviendrez aussi des moustiques sur la Kaitum. Ceux qui y sont allés savent de quoi je parle. Alors, et pour finir, donc deux rivières larges que je dirais un peu spécifiques. La basse Drance peut être considérée dans les mêmes profils, mais on est quand même sur de l'alpin, comparé aux rivières larges classiques qui sont des rivières de plaine bien installées. La basse Drance, ça turbine, et puis on est encore sur de la fin de relief assez élevée, mais ça peut vous aider à pêcher la basse Drance si vous comprenez ce que je vous explique sur les grandes rivières. Et puis totalement à l'inverse de la basse Drance, par exemple dans les Balkans, on trouve des énormes rivières comme la Sava Bohinjka, qui est là une très grande rivière, mais elle est tellement limpide que la pêche en infofile va marcher. Mais ce serait un régal à pêcher en infavue aussi. Mais j'ai dit que je vous embête plus avec la pêche en infavue parce que ça intéresse très peu de monde. Alors, on va se prendre des courants type grande rivière étalée. Donc on commence ici, vous voyez, un courant typique. Et puis on va affiner tout ça. On va aller en précision dans ces courants, vraiment regarder la mécanique. Hein. On va ouvrir le capot de la rivière et analyser quel lestage utiliser. Mais ici, on parlera plus d'approche et de trouver la bonne veine plutôt que de lestage. Vous voyez, dans l'épisode précédent au Canada, j'ai commencé doucement en insistant sur le lestage. Donc lestage approche des rives. Et ici, il faut vraiment que vous ayez compris votre lestage avant de vous lancer sur une grande rivière. Hein. Si vous pointez sur la Dordogne ou la basse rivière d'Ain ou l'Allier sans vraiment avoir connu vos lestages, bah, vous allez avoir du mal à sectoriser votre rivière parce qu'après vous aurez une belle dérive à faire. Et là, ça va vraiment vous faire pratiquer vos dérives parce que vous avez une multitude de vitesses et de mécaniques de courant différents. Donc c'est une très bonne école. Hein. C'est pas juste une petite dérive rapide dans un courant taillé d'une rivière moyenne, je sais pas, comme la Vis ou le Guier ou l'Alagnon ou le Scorff, voilà, des rivières de taille moyenne, les veines sont assez taillées, vous n'avez pas beaucoup de mécaniques de courant différentes, là vous avez vraiment une multitude de mécaniques de courant à peigner et c'est très très intéressant. Donc il faut vraiment maîtriser sa dérive et surtout pêcher au bon endroit, sinon je vous l'ai dit, vous pêchez dans le désert, quoi. Donc si on parcourt cette rivière, vous voyez, un premier courant ici, donc j'ai vraiment fait précis, je vous ai fait des nappes là pour vraiment localiser les courants. Ça c'est un premier courant qu'on va analyser. Donc si on continue, on a un deuxième courant ici, sympa, vous voyez, plus marqué, celui-là, vous voyez plus les frisbees, il a l'air plus simple à pêcher que l'autre, hein, il est plus intuitif. Et si on continue, donc encore un autre courant ici, qui est assez marqué. Et puis au loin, vous voyez un courant ici au niveau du bout de bois qu'on va aller voir en profondeur. Donc voilà quelques exemples de courants.
Vous voyez ici au niveau du bout de bois ce que ça donne, un type de courant comme ça. Donc ces courants que je vous présente là sont des endroits typés pour la nymphophile. Parce que les rivières sont énormes et j'essaie déjà de vous mâcher le travail et de vous aider à comprendre quelles sont les mécaniques de courant qui se prêteront bien à la pêche en nymphe ou grand fil. Sachant que c'est là qu'on trouve ombre et truite. Si vous pêchez tous les calmes en grande rivière où il n'y a pas de courant, les truites et les ombres ne se tiendront pas là en général pour la pêche au fil. Il peut y avoir une truite qui vient brouter dans une bordure en grande rivière, mais comme c'est en général des rivières plus chaudes, les poissons cherchent les courants et sont moins en bordure, sauf exception comme la basse rivière d'Ain, qui est une rivière un peu plus fraîche où il y a de la pêche des truites qui viennent en bordure, mais par exemple sur l'Allier en général, qui sont des rivières un peu plus teintées, on va trouver les poissons vraiment dans les courants sur la partie aval des rivières. Donc en parlant des poissons, qu'est-ce qu'on va trouver sur toutes ces rivières? Donc je vais rester sur la thématique française pour les poissons, hein. Je ne vais pas dériver sur les espèces exotiques des Balkans ou nordiques. Et en général sur les classiques français, l'Allier, la rivière d'Ain, la Marne, la Moselle, la Dordogne, ce sera le triptyque truite, ombre, barbeau. Pour ceux qui aiment les barbeaux, sachant que les barbeaux en pêche en nymphe au grand film, vraiment vous allez les harponner une fois sur deux, donc je vous conseille pas de taper dans des bancs de barbeaux en infophile, essayez de les pêcher à vue puisque vraiment vous allez les harponner. Par contre, quand vous cherchez les ombres et les truites proprement, des fois vous prenez des barbeaux par la bouche parce qu'ils se nourrissent aussi, donc ça peut être intéressant. Donc je pense majoritairement quand même les ombres en plus grande proportion sur ces grandes rivières partie aval, et puis des truites. Quoique sur la Dordogne ça peut être 50-50, hein, ça peut être moitié-moitié en proportion, ça dépend. Et vous pouvez prendre des très gros spécimens parce que qui dit grosse rivière dit gros poisson. Voilà. Il y a toutes les tailles, mais vu qu'il y a plus de place, les poissons se développent mieux et c'est assez courant. Bon, sur la Dordogne, des 50 cm, peut-être pas tout le temps, mais en Autriche, sur des rivières comme la Drava ou sur la basse rivière d'Ain, qui sont des rivières très généreuses en nourriture, vous pouvez de temps en temps faire un nombre de 50. Et puis une truite qui vous prend le courant en infophile, une grosse truite. Et c'est quand même plutôt rare parce que sachez que le wadding est vraiment un problème pour les grosses truites qui ne supportent pas l'approche en marchant dans l'eau. Donc, pêche en nymphe au grand fil sur les grandes rivières, ce sera plutôt sur les ombres en général. Donc, on va plonger dans ces courants un par un. Alors, je vous les renomme. Voici le courant numéro 1. Bien joli celui-là, hein. Un espèce de triangle. On voit bien là qu'il y a une pierre qui fait un remous en bas. Courant numéro 2, plus complexe. Celui-là, ce sera le plus complexe du jour à décortiquer. Et c'est pareil, en fonction des pêcheurs, il y a plein de manières de l'approcher. Donc moi, je vous propose la manière d'infévolution, mais il y a une foule d'autres manières d'approcher ça, que ce soit au pompon, au fil à la roncarie, sûrement. Je ne sais pas, parce que moi, je reste toujours pareil, stable sur ma méthode et je ne regarde pas les autres pour garder une certaine confiance et une répétabilité pour pouvoir jouer sur mes lestages. Courant numéro 3, un peu plus classique, assez sympa ça. Alors on voit tout de suite qu'il y aura moins de fond, hein, c'est en bordure, donc pensez tout de suite, moins de fond, le lestage change. Puis courant numéro 4, à peu près la même chose. Ok, vous avez vu le panel de 4 courants, maintenant on va se décortiquer le numéro 1. Alors, ce joli courant triangulaire, eh bien, je vous ai noté 3 zones qui sont plus ou moins prolifiques pour moi de la manière dont j'approche la chose. Donc, pour moi, la meilleure part du gâteau, c'est cette zone verte là, où je pense qu'il y aurait un maximum d'ombre et de truites qui se tiendraient dans ce genre de grand courant, parce que vraiment, c'est là que le courant est cassé et que les larves peuvent être en suspension et que les poissons ne dépensent pas trop d'énergie et ils peuvent picorer tranquillement là-dedans. Donc c'est un des endroits les plus propices. Après, vous avez la zone orange où le courant s'accélère ou ça lèche, qui peut être bonne aussi, mais en général, moi j'ai eu moins de résultats en pêchant ces endroits-là, et il faudra bien sûr lester plus fort que sur votre zone verte. Je pense que vous avez compris maintenant, j'insiste vraiment là-dessus, mais là vous voyez que le courant il s'accélère, donc il faudra lester plus fort si vous voulez pêcher ça, et vous allez être très vite dans la zone rouge, avec du courant très très rapide, qui pour moi, en grande rivière, je m'embête même pas à pêcher ça, le plus rapide du plus rapide, parce que les poissons s'y tiennent pas, et vous verrez, c'est des dérives qui durent 2 secondes, le temps que ça se mette en pêche, ça sert pas à grand chose, parce que vous vous fatiguez pour rien.
Donc essayez plutôt d'optimiser ici sur zone verte, zone orange au pire des cas, en augmentant le lestage. Et vous aurez déjà de quoi faire, hein. Vous pouvez passer 1 heure à pêcher un courant comme ça, c'est énorme. Donc voilà, je vous refais tourner le beau courant. Et qu'est-ce que je vais piocher dans ma boîte? Bah là c'est vraiment un classique parmi les classiques, hein. Surtout sur le style de courant, la profondeur, la couleur de l'eau, le coloris des mouches. Donc je pars sur une PC2 en sauteuse, mon classique parmi les classiques, ça c'est vraiment ma nymphe de routine, la PC2 en infophile, je la mets presque tout le temps en sauteuse. Et puis mon classique de classique, c'est ma CC1 en pointe, qui est en fait pas vraiment mon étalon parce que c'est pas ma nymphe médiane, mais ça me laisse, vu que c'est ma nymphe de routine, ça me laisse des gradients pour surlester en CC2, en CC3 si le courant est plus fort. Et puis vous verrez après, des fois je descends sur de la CB3 si je dois sous-lester et passer en dessous. Mais ici, voilà la ligne, PC2 en sauteuse, CC1 en pointe, classique, un cas d'école pour moi, j'ai pêché franchement 50% de ma pêche dans ma vie, j'ai dû la faire comme ça, de manière répétitive dans tous les pays du monde. Une CC1, une PC2, ça colle quasiment à toutes les mécaniques de courant. Nylon, on est en 0,12, en 0,14. Comment je pourrais vous expliquer la différence? Par exemple, sur l'Allier et la Dordogne, sur des fonds assez sombres, vous pouvez aller en 0,14. Quoique sur la Dordogne, il y a beaucoup de pression de pêche, mais bon, la rivière est grande. Par contre, la basse rivière d'Ain à l'étiage, avec une eau très claire, ou sur la Sava Boïnchka, bon, peut-être en 0,12 sur les eaux très claires. Vous êtes bien installé, il n'y a pas d'obstacle sur les grandes rivières, en 0,12 ça va. Et si vous voulez faire les foufous, aller en 10 centièmes pour prendre plus de poissons, vous pouvez le faire, mais moi c'est pas du tout mon idée, parce que j'aime pas balader en laisse les poissons pendant 40 minutes, et puis ça casse vite au ferrage, un 10 centièmes quand on est un peu bourrin. Donc 0,12, 0,14 c'est bien, 0,16 si vous pêchez vraiment des rivières de bourrin, Kaitoum, Gloma, des rivières énormes en Patagonie, je ne sais quoi, montez en nylon. Mais là, pour le coup, épisodin, on était au Canada, c'était de la pêche facile. Là, on est sur de la pêche moyen difficile en France, pêche plus classique française, avec du 0,14, du cuivre. Voilà, donc là, on est vraiment sur une pêche franco-française, sur une Dordogne ou un Allier, avec des mouches moyennes classiques. On est vraiment sur un cas d'école ici. Et donc, si vous pêchez bien votre courant numéro 1, que vous faites la bonne dérive, puisque je vous ai passé les lestages, et puis que vous sautez pas dans l'eau, vous courez pas partout comme un chien fou dans l'eau, que vous faites pas après pas et mètre après mètre des bonnes dérives, bah il y a de grandes chances que vous preniez un bel ombre sur ce grand courant, que ce soit sur la basse Sioule, sur l'Allier ou sur la Dordogne, ce sont tous les mêmes types de courants. Donc si vous appliquez bien la recette Nymph Evolution que je vous donne, qui est d'ailleurs la même que tous les bons pêcheurs font, puisque c'est la logique du lestage approche dérive, ça c'est même pas moi qui l'ai inventé, c'est juste la logique pour prendre du poisson nymphe, bah vous cueillerez sûrement un bel ombre comme ça dans un courant qui est sympathique comme celui-là. On passe au courant numéro 2. Alors celui-là, il est plus complexe, hein. Vous voyez, il y a un paquet de mécaniques de courant là, ça file vite à droite, ça va se calmer à gauche, il y a des creux. Donc, selon mon analyse personnelle, moi, la nappe verte que je vous propose ici, c'est la plus prolifique. Alors c'est très fin à voir, hein. Vous voyez comme c'est subtil quand même d'arriver à trouver cet endroit où l'eau se calme un peu au milieu d'un désert de rapides et puis d'une géologie au fond de la rivière qui fait un peu changer tout ça, là, la frisette en surface. Donc c'est extrêmement subtil, hein. C'est pas donné à un débutant d'arriver à trouver le meilleur spot ici. Et puis après c'est sportif, hein. Faut aller se rendre là-haut, faut traverser, faut trouver les accès, faut tenir en wading dans l'eau, faut combattre le poisson, faut faire la bonne dérive. Donc c'est vraiment une pêche passionnante. Moi je le crie haut et fort, la pêche en nymphe au grand fil, c'est une pêche passionnante, extrêmement subtile, avec beaucoup de paramètres à prendre en compte, beaucoup de compétences. Donc là dans un coin comme ça, faut vraiment sectoriser sa rivière avant de commencer quoi que ce soit, hein. Donc pas de sectorisation, pas de lestage organisé, égale pas de stratégie, égale échec pour sûr. S'il n'y a pas de suite logique dans vos idées, vous allez vous perdre là-dedans. Vous allez pêcher dans le désert, et vous toucherez les poissons aléatoirement, quoi. Donc, la partie verte qui est pour moi la plus prolifique,
Et après, comme d'habitude, je vous propose l'orange. Moi, je le pêche pas trop en général, sauf pour insister. Mais là, il faudra lester plus fort. Même concept qu'avant. Hein. Parce que le courant se met à filer, vraiment. Et puis alors là, le rouge, dans le cas là, c'est même pas la peine de le pêcher. Parce que ça va ultra vite. Vous verrez par vous-même. Hein, vous allez poser la nappe, vous ferez pas de dérive. Même une CC3, une nappe d'1 gramme, sur la partie rouge, c'est même pas la peine, vu comme ça file. Donc voilà ma sectorisation, qui va me permettre d'adapter ma technique et de suivre des étapes logiques pour simplifier la chose et répéter une méthode. Pour cette partie verte dont je vous ai parlé, quel lestage je vais utiliser? Et bien la même chose qu'avant, ma petite CC1 PC2, pour moi ça me va. Par contre, comme je vous l'ai dit, si vous allez insister sur la partie orange, vous pouvez changer de courant hein, si ça vous plaît pas. Et sinon, si vous insistez, il va falloir lester. Donc, vous enlevez votre CC1, ça va pas, c'est trop léger. Vous piochez une CC2 dans votre boîte, et puis roule ma poule. Si vous insistez bien, peut-être que les ombres, on est en été, ils se tiennent dans le rapide, ils sont pas forcément au bord, ils sont dans le courant, et puis avec votre lestage en CC2, en fait, c'est là que vous avez touché des ombres, et puis pourquoi pas une truite en même temps, parce que vous pouvez prendre dans un courant comme ça, des fois jusqu'à 5-6 poissons, si vous peignez bien le courant et que vous vous appliquez. L'espace est vaste, les poissons se voient pas forcément. Vous pouvez faire un peu plus de bordel dans des rivières comme ça que dans des petites rivières, donc vous pouvez prendre ombre et truite. Et si le lestage est bon, vous continuez, vous insistez vos dérives, vous peignez méticuleusement, et il n'y a pas de raison que ça ne vous rapporte pas de poissons. Le troisième courant. Alors là, vous voyez, on est sur autre chose. Hein. Là, on voit qu'il y a beaucoup moins de fond, c'est beaucoup moins rapide qu'avant. Et moi, je vous mettrai de la zone verte partout, parce que là, tout est bon. En fait, vu que le courant est bien diffus, bien étalé, avec le petit caillou au fond qui casse tout, moi je dirais qu'il y a du poisson partout là-dedans. Donc je laisserai rien au hasard. Mais sur ce petit courant, donc on a continué le chemin, vous avez une CC2 en pointe au bout. Et ça, une CC2, c'est très lourd. Donc on va faire un saut de grenouille très haut dans la collection et on va descendre sur une CB3. Parce qu'ici, même une CC1, ce serait très lourd. Hein. Le courant est quand même cool, il n'est pas agité. Donc vous voyez, je sélectionne ma petite CB3 dans ma boîte. Hein. La CB3 en lestage qui est plus légère qu'une CC1, mais plus lourde qu'une CB2. Donc vous voyez mon gradient de nymphe de pointe, hein, c'est important. Hein. J'ai la CC1 en routine en général, puis je peux descendre en dessous sur une plomb-pain classique comme la CB3, ou alors je monte avec la CC2. Je vous remets le tableau pour la collection ici, parce que c'est important que vous compreniez ça. Donc, avant, j'ai dit que j'étais avec une CC2. La CC2 que vous me voyez ici extraire de ma boîte, qui est une céramique plomb-pain et tungstène, donc assez lourde. Mais sur mon tableau, on voit mal, parce que vous voyez, je vais passer à la CB3, qui paraît plus grande sur le tableau, grande, mais elle est juste faite avec du plomb-pain. Donc en fait, elle n'est pas si lourde que ça, comparée aux céramiques tungstène. Vous voyez la subtilité d'une collection de nymphes, vous imaginez, j'ai que 18 nymphes et je pourrais vous en parler pendant 2000 heures sur les combinaisons possibles. Parce qu'en fait, c'est exponentiel après. Donc, le temps de travailler une collection de 18 nymphes, vous pouvez y aller. Donc la CB3 ici, que je sors de ma petite boîte comme d'habitude. Comme ça, je vous ai bien montré la comparaison. Là, j'ai sauté carrément 1 grade dans la gamme que j'ai évolué. J'ai laissé tomber la CC1. Je suis passé de CC2 à CB3 parce que la rivière me l'imposait. Je suis tombé sur ce courant, j'écoute la rivière. Ça sert à rien de forcer les choses vu que la rivière a toujours raison. Donc je retourne sur ce petit courant avec ma ligne sympa, avec une CB3 en pointe et une PC2 en sauteuse. Donc la sauteuse, j'y touche jamais, hein. En grande rivière, c'est des poissons faciles sur du cuivre. Il faut juste les trouver et bien dériver. Et là, sur cette bordure, ce sera une truite. J'aurais pas fait d'ombre. Vous savez que les truites sont plus souvent en bordure, donc si vous pêchez bien vos petites bordures légèrement sur les grandes rivières, il n'y a pas de raison que vous fassiez pas de truite. Courant numéro 4, il est du même acabit que celui d'avant. C'est le même style puisque c'est la suite en fait. Et même profondeur, même idée de choses. Donc vous répétez la ligne, PC2 en sauteuse CB3, et puis vous continuez, vous insistez, vous faites vos petites dérives proprement. Et puis il n'y a pas de raison que ça ne rentre pas. PC2 en sauteuse, CB3 en pointe, vous ajustez votre dérive, vous faites vraiment attention à ce que ça dérive à la vitesse du courant, vous faites attention aux moindres touches, voilà, et vous peignez méthodiquement mètre par mètre, et il n'y a pas de raison que ça rentre pas.
Donc c'est la fin de cet épisode numéro 2 en France. Il y aura dans la série pas mal d'épisodes en France, je pense. Je vais me faire les Pyrénées, un profil pyrénéen, c'est sympa de torrent pyrénéen. Ce sera peut-être le prochain épisode, je vais voir en fonction de l'inspiration. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas que les truites et les ombres passent 90% de leur temps à manger sous l'eau.